Le département des Alpes-Maritimes vous présente Azuria. Bonjour à tous, bienvenue dans Azuria, votre magazine numéro 3 consacré à l'intelligence artificielle dans les Alpes-Maritimes. Comment concrètement l'intelligence artificielle change le quotidien de tout à chacun, des citoyens, dans l'éducation, dans plein de domaines. Et aujourd'hui, on va consacrer cette émission, je pense, à des sujets extrêmement concrets. Comment l'intelligence artificielle change-t-elle la vie des territoires ? On parlera des loups du parc du Mercantour, mais on parlera aussi, parce que notre région a été sinistrée il y a quelques mois par des inondations, par des catastrophes naturelles, on parlera aussi de l'intelligence artificielle au service de la prévention des catastrophes naturelles et notamment, évidemment, des inondations. Pour en parler avec moi, Serena Villata, la directrice scientifique adjointe du 3IA, chercheuse également au CNRS. Soyez la bienvenue, madame. Bonjour. Je suis très heureux aussi d'accueillir Charles Bouveron, qui est le directeur du 3IA Côte d'Azur, le directeur, oui, on peut le dire, le directeur de l'Institut 3IA Côte d'Azur. C'est exactement ça. Également prof à l'Université Côte d'Azur, mais également chercheur à l'INRIA, bon, plein de casquettes. Plein de casquettes, mais effectivement, on essaye de faire au mieux sur les différents sujets. Et puis, merci de consacrer ce numéro à ce sujet important. Et puis, un invité que je ne vous présente plus, mais enfin, si, je vous présente quand même, Marco Lindi, qui est, lui, vous le savez, le président du comité d'experts Smart Deal. Mon cher Marco Lindi, soyez le bienvenu. Vous êtes un habitué de l'émission. Peut-être qu'elle n'existerait pas même sans vous, cette émission. Donc, vous allez nous éclairer parce que vous vivez avec passion l'intelligence artificielle. Et je vous donnerai la parole. Mais je voudrais qu'on commence, avant de parler des loups du Mercantour, avant de parler de la prévention des catastrophes naturelles, je voudrais qu'on parle d'un sujet d'actu, tout bêtement. Je ne sais pas si vous avez vu, la Commission de Bruxelles a décidé d'encadrer, Serena Villata, l'intelligence artificielle pour, dit-elle, protéger les citoyens européens. Est-ce que ça vous inquiète de voir l'administration bruxelloise s'emparer de l'encadrement de l'intelligence artificielle? Non, en fait, ça ne m'inquiète pas. Je pense que ça va bien répondre aux tensions qu'on est en train de souligner dans plusieurs comités d'éthique en Europe, en général. Auxquels vous participez? Oui, en France, je participe au comité national pilote d'éthique du numérique. Et notamment, il y a plusieurs tensions qui sont soulignées. Non pas les robots tueurs, disons, mais vraiment quelle est la responsabilité des systèmes intelligents, du coup, les voitures, par exemple, autonomes, pour donner un exemple qui parle à tout le monde. Alors, Marco Landi, vous avez suivi une conf, je crois, à distance. Vous avez écouté des commissaires européens, Thierry Breton, du côté français, parler de cette prochaine nouvelle réglementation de l'IA au niveau européen. Ça vous inquiète, ça vous inquiète pas? Non, ne m'inquiète pas dans le sens que moi je pense qu'il faut avoir des règles. C'est la raison pour laquelle nous, comme Smart Deal, on cherche toujours de promouvoir une intelligence artificielle qui met au centre l'homme. Il faut protéger, et surtout les données, parce qu'autrement on va violer ce qu'il est notre souveraineté, notre possibilité d'avoir les pouvoirs sur nos données. Charles Bouveron, directeur de l'Institut 3IA, qu'est-ce que vous pensez de ce futur encadrement? Bon, je dis ça sans rire, mais parfois on se méfie un peu quand Bruxelles met son nez dans des affaires. On se dit, oulala, ça va être complexe, on va empiler des choses, on va empiler des règlements, et puis peut-être que la liberté de travailler l'intelligence artificielle sera un peu modelée. Oui, alors moi je ne suis pas inquiet non plus, parce que alors déjà, de toute façon, il y a deux façons de travailler. C'est-à-dire que soit on travaille à la méthode européenne, où effectivement on va être beaucoup plus dans la prudence, pour autant en faisant la recherche, et puis peut-être d'autres versions plus chinoises, où on avance de façon débridée. Effectivement, je pense que la stratégie européenne est quand même plutôt raisonnable. Et si c'est fait en bonne concertation avec les scientifiques, moi, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas et au contraire, qui, je pense, va rassurer nos concitoyens. Et c'est vraiment important parce que pour que les gens aillent vers l'IA, acceptent l'IA, il faut aussi qu'ils puissent la comprendre et puis qu'ils soient en confiance. Et je pense que ces éléments font partie de cette histoire qu'on essaie de construire. Alors, je vous le disais en commençant cette émission, Azuria, elle est consacrée, cette émission, à la vie des territoires. Comment l'intelligence artificielle, de manière très concrète, pour le quotidien de tout à chacun, peut changer la vie des territoires. Alors, on va parler des loups
loup du Mercantour, parce que vous savez que dans ce parc national magnifique que la terre entière nous envie, il y a beaucoup d'espèces. Il y a évidemment la plus emblématique des loups, mais aussi des biches, il y a aussi des cerfs, il y a aussi des sangliers, il y a aussi des blaireaux. Et des chercheurs ont installé des photopièges pour faire des vidéos, pour faire, notamment de nuit, parce qu'on sait que les animaux se déplacent beaucoup la nuit, notamment des photos. Mais la difficulté, on en parlera avec Charles Bouveyron tout à l'heure, la difficulté, c'est de pouvoir traiter toutes ces photos, tous ces contenus. Et les algorithmes, l'intelligence artificielle, viennent au secours de tout cela. Mais avant qu'on voit ce sujet de Claudia Olivier, qui est consacré au parc du Mercantour et au loup du parc du Mercantour, je voudrais que vous me commentiez, Charles Bouveyron, mais aussi vous, Madame Villata, cette photo absolument exceptionnelle. C'est un cliché qui a été pris le 3 mars 2021 par Laurent Giacomoni. C'est évidemment là aussi une photo piège. C'est une meute, on dit que c'est la plus ancienne meute de France. Il y a 8 loups, Charles Bouveyron, qui traversent une rivière, un cours d'eau. C'est vraiment exceptionnel, ce cliché. Alors oui, alors je crois que ça l'est. Alors après, c'est vrai que c'est pas du tout mon domaine de compétences, mais effectivement, dans le travail avec les collègues du parc du Mercantour, j'ai effectivement appris que la plupart des meutes de loups étaient plutôt de l'ordre de 2, 3, 4 individus au maximum. Donc en ce sens, ça a l'air effectivement d'être exceptionnel, mais je laisse les spécialistes faire un commentaire dessus. Alors Mme Villata, je ne sais pas si vous avez peur des loups, je ne sais pas si vous êtes une spécialiste, mais enfin, quand je vois ce cliché avec 8 loups, c'est quand même prodigieux. Enfin. Ben oui, c'est prodigieux et surtout c'est prodigieux de vous présenter après comment l'intelligence artificielle peut analyser ces images automatiquement. Marco, lundi, sur ma meute de loups, là, vous trouvez ça quoi? Mais c'est magnifique, ouais. Parce que je n'ai pas vu d'autres, surtout 8, c'est pas 1 ou 2, ça c'est quelque chose qu'il dit comme nous, on est obligés à chercher de protéger ce patrimoine naturel magnifique que nous on a. Alors, on va regarder le sujet de Claudia Olivier, consacré donc au loup du Mercantour. Comment traiter toutes ces informations, toutes ces photos, toutes ces vidéos grâce à des algorithmes pour suivre l'évolution des espèces, pour suivre leurs déplacements, pour suivre leur nourriture. Regardez ce sujet et on en parle tout de suite après dans Azuria avec mes invités. Détecter, suivre et analyser le comportement du loup dans son habitat naturel, c'est l'objectif du parc du Mercantour en partenariat avec l'Université Côte d'Azur. Depuis un an, Fanny, ingénieure, travaille sur l'élaboration d'un algorithme qui permettrait, grâce à des pièges photos, de détecter la présence d'une espèce animale et en particulier le loup. On a d'abord des vidéos que j'ai découpées en images et à chaque image, j'ai associé le nom de l'espèce et je lui ai indiqué où se trouvait l'espèce. On lui donne à l'algorithme. À l'algorithme, à chaque étape, il va regarder dans un premier temps des caractéristiques comme les angles, les lignes droites. Puis après, il va regarder les pattes, la tête. Et à chaque étape, il va rentrer de plus en plus dans le détail et il pourra reconstituer l'animal à la fin. Un gain de temps et de moyens pour Nathalie Siffer, chef du service connaissance et gestion du patrimoine du parc du Mercantour. Traces, urine et crottes, son équipe collecte tous ces échantillons en hiver. Les pièges photographiques et l'intelligence artificielle permettent d'avoir un suivi tout au long de l'année. En été, on a un petit peu plus de difficultés, puisque là, c'est difficile de trouver des indices. Et c'est là où, notamment, on commence à utiliser de plus en plus les pièges photographiques. On dit pièges photographiques, mais qui font aussi des vidéos et qui, placés à certains endroits, vont pouvoir filmer les animaux qui passent. Même s'il reste toujours difficile de connaître la race exacte de l'espèce. Un loup ressemble à un autre loup, à part s'il a vraiment un problème avec une queue un petit peu tordue ou alors une patte boitillante. On va pouvoir le voir. Sinon, on ne peut pas savoir quel loup est passé. Par contre, on peut savoir si des loups sont passés et combien. Ce projet permet donc de dimensionner et cartographier la présence du loup au niveau national, une approche qui va encore gagner en précision dans les 2 années à venir. Voilà. De manière très concrète, Charles Bouveyron, on peut dire que vous supervisez le côté scientifique ouais. de tout ce qui se passe grâce à l'IA. Je le disais, il y a beaucoup de contenu par définition, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de vidéos, il y a même des choses que l'œil humain ne repère pas mais que l'algorithme repère.
Exactement. Là, c'est vraiment l'outil IA qui va vraiment être à l'aide des guides du parc du Mercantour. Vraiment, sans l'aide de l'IA, ça leur prendrait quasiment tout le temps qu'ils ont de libre, normalement, pour être dans le parc, à superviser et regarder des vidéos pour les étiqueter, comme on dit. Et grâce à ça, l'IA va permettre effectivement d'avoir ce suivi spatio-temporel de l'ensemble des espèces. Alors, on parle beaucoup effectivement du loup ici. D'ailleurs, on a vu de très belles illustrations, mais en fait, on peut bien sûr faire cette cartographie pour l'ensemble des espèces. On a vu le blaireau, on a vu même des écureuils qui peuvent être cartographiés, et c'est extrêmement riche pour le parc et aussi pour l'IA, parce qu'en fait, ce sont des problèmes qui sont pas si simples. On a vu on a vu un chamois qui portait, un loup qui portait dans sa gueule un chamois. Oui. Vous imaginez la difficulté pour l'intelligence artificielle de reconnaître l'espèce dans ce cas-là. Mais comment ça marche très concrètement? Comment ça marche? Donc on a toutes ces vidéos, on a toutes ces photos. Comment est-ce qu'on applique l'algorithme? Et ensuite, quel est le travail très concret? Je m'adresse à vous deux. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, ça fonctionne de façon très simple. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, il faut qu'effectivement, il y ait une supervision humaine. Donc, effectivement, on s'est basé sur une supervision des guides du parc du Mercantour qui ont étiqueté beaucoup de vidéos, qui ont ensuite été fournis à un algorithme ici d'apprentissage profond, de deep learning, qui est capable justement de reconnaître les choses caractéristiques dans les images pour les différents individus, et ici des animaux, qu'on souhaite reconnaître. Et effectivement, après, à force d'apprentissage, c'est-à-dire d'itération de l'algorithme acquiert cette connaissance qui a été transmise par l'expert initialement et va être capable de répliquer ça à l'infini dans le futur. Serena Villata, sur le fonctionnement, sur le rapport entre le contenu, j'allais dire éditorial, c'est un contenu éditorial, c'est une photo, c'est une vidéo, et le travail de l'algorithme, il y a encore beaucoup de progrès qui peuvent être faits? Oui, on peut toujours vraiment faire des progrès. Déjà, la chose qu'il y a permis dans ces cas-là, et aussi dans beaucoup d'autres exemples, est l'effet de passer à l'échelle. Et du coup, elle peut vraiment être capable d'analyser des centaines, des milliers d'images sans prendre le temps qui est demandé aux experts. Et deuxièmement, il est capable de distinguer, comme vous l'avez vu dans la vidéo, un chien d'un loup. Du coup, c'est déjà pas évident pour des humains de faire cela. Marc Hollandi, voilà une application, j'allais dire, très concrète, qui parle à tout le monde. Quand on parle de loup, quand on parle de nature, on parlera de prévention des risques tout à l'heure. Voilà un sujet qui passionne forcément les enfants de 7 à 77, à 87, à 90 ans. Ça, c'est concret. Tout le monde. Parce qu'on montre vraiment qu'avec l'intelligence artificielle, les gens, ils semblent que c'est quelque chose de magique. Non, c'est quelque chose de concret qui nous aide à mieux comprendre la nature. Et qu'est-ce qu'on veut de mieux? Nous, on est obligés d'essayer de comprendre. Et comme on comprend, être encore plus sensible à la protection de la nature. Et ça, c'est un exemple, je pense, magnifique. Et merci à nos scientifiques qui mettent toute leur passion pour être sûr qu'il n'y a pas que la technologie. Parce qu'il faut aussi la passion et l'expertise. Oui, Marc Hollandi a raison, il y a aussi une dimension un peu poétique dans tout ça, si je peux me permettre. Parce que, on en parlait, Charles Bouveron, l'œil humain ne repère pas forcément tout. On prenait un exemple d'une vidéo, je crois, prise dans le brouillard. Qui était présente dans votre reportage. Qui était présente dans le... On voit rien, en fait, parce qu'il y a du brouillard. Mais l'algorithme, lui, il a vu une biche. C'est certain, là, sur cet exemple particulier, je pense que si les experts avaient passé rapidement la vidéo pour gagner du temps, ils l'auraient loupé. Et effectivement, là, l'algorithme s'arrête, identifie une biche, effectivement, on regarde, on fait « Ah oui, effectivement, mais on l'aurait loupé ». Donc oui, effectivement, le côté vraiment extrêmement méticuleux et qui ne se fatigue pas, surtout. C'est-à-dire que là, l'algorithme, il peut appliquer indéfiniment son travail. Il ne connaît pas la fatigue humaine et la fatigue des experts. Et effectivement, il va identifier correctement ce genre de cas. Après, il faut faire attention, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des fausses alarmes. Donc, et comme les humains, on peut avoir des erreurs aussi. Quelqu'un qui fait du vélo dans le parc du Mercantour de nuit, il peut être pris par un photopiège. D'ailleurs, on entraîne une catégorie humain, quand même. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'humains dans le parc du Mercantour et ils sont les bienvenus, ils restent les bienvenus. Serena Villata, qu'est-ce qu'on cherche exactement quand on photographie et qu'on trie avec des algorithmes la vie des animaux? On cherche quoi? À connaître quoi? Leur évolution, leur comportement, leur mode d'alimentation? On cherche quoi d'un point de vue scientifique?
Ça dépend. Nous, en fait, on est plutôt, en tant qu'informaticien, en tant qu'expert d'IA, à l'appui des gens qui étudient les animaux. Du coup, ce n'est pas nous les experts, mais en fait, on essaye de les aider à automatiser certaines tâches pour après les améliorer. Et du coup, faire plus vite, arriver plus vite à des avancées qui concernent l'environnement. Il peut y avoir d'autres prolongements, Charles Bouveron, des prolongements dans la santé, des prolongements ailleurs avec ce travail de fond? Alors c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fois, c'est une application qui est vraiment très plaisante pour plein d'aspects, mais en plus, c'est quelque chose qui, en fait, apprend aussi à l'intelligence artificielle, parce qu'on a des situations qui sont complexes, notamment la suite du projet, c'est aussi de coupler ça avec des traces GPS et des éléments génétiques qui sont relevés sur le terrain, ce qui a été mentionné dans le sujet également. Et là, on s'approche très près des problèmes de données hétérogènes qui sont en fait le travail de tous les jours, par exemple dans un hôpital. Effectivement, les données générées dans un hôpital sont de type très 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 varié et le médecin est capable de le faire. Donc il peut y avoir un prolongement environnemental, comme le disait Serena Villata, mais aussi en matière de santé pour nous autres, les humains. C'est là l'avantage, c'est que tous les développements méthodologiques qui sont faits, ils sont bien sûr utiles immédiatement au parc du Mercantour, mais ils seront aussi utiles dans toutes les autres disciplines où la problématique est rencontrée. Marco Landi, quand j'ai parlé de poésie, j'ai vu votre œil frisé. Ça ne vous a pas choqué que je dise qu'il y a une dimension poétique dans l'intelligence artificielle, et encore plus avec un sujet comme celui-là? Mais ce n'est pas seulement de la poésie. Moi, je te dirais, Eric, que c'est aussi l'humanité. Parce que là, on vit et on cherche de comprendre mieux notre univers. Parce que en total, l'intelligence artificielle, si on veut la définir, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche dans nous, de qui nous on est, comment notre cerveau marche, comment il peut arriver à être intelligent. Et on veut essayer de l'imiter pour faire de belles choses comme cela. Utiliser, maîtriser notre cerveau pour arriver à comprendre notre univers, pas seulement nous-mêmes. Alors, Marco Landi disait maîtriser son destin, je parlais aussi de poésie, maîtriser son destin, c'est aussi peut-être, après les catastrophes innombrables que nous avons vécues dans le haut pays, dans les Alpes-Maritimes, et notamment avec ces inondations meurtrières dans les vallées de la Roya ou de la Vésubie, c'est aussi maîtriser son destin et peut-être être en capacité de prévenir ces catastrophes naturelles qui, aussi bien en termes humains qu'en termes économiques et financiers, sont redoutables pour nos vallées. C'est l'autre sujet de cet Azuria consacré au territoire. Regardez avec nous ce sujet de Marie Juisteau et on en parle avec mes invités tout de suite après. Une évolution dans le domaine des sciences de la Terre, un défi, un but que certains chercheurs semblent toucher du doigt. La fibre optique est désormais au service de la gestion des risques sur le territoire des Alpes-Maritimes. Anticiper, prévenir les catastrophes naturelles grâce aux réseaux existants. Le 3IA, Institut interdisciplinaire, analyse une quantité d'informations comme les événements météorologiques. Ça peut servir à détecter qu'à tel endroit, il y a un glissement de terrain qui est en train de se mettre, de détecter que la Roya ou la Vésubie est en train de gonfler anormalement, que elle trimballe des rochers d'une taille anormale, et donc de prévenir, c'est-à-dire l'intelligence artificielle appliquée sur ces technologies-là, dans ces territoires-là, sur cette question-là, pourra permettre de mesurer que le phénomène est anormal et qu'il faut prendre des mesures. Pour le moment, les recherches se font a posteriori, comme pour les séismes ou les mouvements de terrain. À terme, les chercheurs souhaitent pouvoir anticiper les catastrophes naturelles. À la fois pour détecter l'activité des glissements de terrain, donc pour les quantifier, pour mieux analyser les processus, les localiser, et peut-être à l'avenir, on l'espère, essayer d'anticiper ces mouvements en détectant des signaux précurseurs de ces glissements. Je lâche mes clés sur la bobine de fibre et on voit apparaître une perturbation sur l'ensemble du câble. Donc ici, en fait, ce qui est montré, c'est en temps réel le long de la fibre, les perturbations. Donc l'axe horizontal, c'est le temps. Et donc la moindre perturbation va être détectée en tout point de la fibre. Chaque donnée transmise par ces fibres optiques est analysée, des informations qui courent sur des dizaines de kilomètres, une masse impossible à traiter par l'homme, c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle.
On fait appel à des méthodes de machine learning, donc d'intelligence artificielle qui, lorsque vous les nourrissez avec cette avalanche de données, en y rajoutant quand même des informations a priori, il faut toujours quand même expliquer ce que l'on veut détecter, ce que l'on veut en faire, eh bien la machine va apprendre à partir de ces données, va de manière automatique extraire une information qui est pertinente. Des schémas applicables notamment aux risques environnementaux. Grâce à leur sensibilité extrême, les fibres optiques peuvent être des outils majeurs quant à la prédiction des inondations, des crues violentes et des glissements de terrain. L'objectif est donc de formater des logiciels capables d'appréhender des phénomènes météorologiques comme la tempête Alex en octobre dernier dans les Alpes-Maritimes, un téraoctet de données qui pourrait permettre de sauver des vies et éviter des catastrophes écologiques. Charles Bouhéron, on le voit, le couple gagnant pour prévoir les catastrophes naturelles, c'est la fibre optique plus l'IA. La fibre optique, c'est le tuyau qui remonte les infos, et l'IA, l'algorithme, c'est ce qui va trier et nous permettre peut-être, espérons-le, de prévoir. Alors là c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est une technologie passive au sens où les fibres, elles existent et on va juste exploiter ce réseau existant pour essayer de récupérer l'information. Et effectivement, toute la difficulté, par contre, elle est reportée sur l'intelligence artificielle qui est vraiment ici en charge de traitement du signal et d'être capable d'analyser tous les signaux qui sont remontés entre des signaux du passage d'une voiture qui est tout à fait banal à un glissement de terrain qui est tout à fait anormal. Un mot très rapidement avant de poser la même question à Serena Villata. On a vu le professeur à l'Institut 3IA. C'est quoi l'Institut 3IA que vous dirigez ? Alors, c'est un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. C'est un des 4 instituts d'intelligence artificielle français. Donc, on a été labellisé en 2019 après l'étude par un jury international. Et on a 3 champs d'application principaux, la santé, la biologie et les territoires intelligents. Donc, le sujet de cette émission est vraiment l'un de nos axes de recherche principaux. Serena Villata, on va pouvoir prévoir les catastrophes naturelles ? Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle va vraiment nous aider dans cette direction à analyser, comme il a été dit, une quantité de données qui est énorme, qui est intraitable par les humains, mais que les machines peuvent le faire. Il faut juste disposer de suffisamment d'informations additionnelles pour être capable de démêler les signaux, mais après, on y arrivera, bien sûr. Marco Lindier, c'est aussi presque de la poésie. L'homme a toujours rêvé de maîtriser son destin. Et donc prévoir les catastrophes naturelles, c'est une façon de jouer son destin, de le prévoir. Notre univers est comme ça. On l'a vu avec Alexa, qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors, si avec l'intelligence artificielle, on peut réussir à prévenir, informer les gens, être capable de sauver des vies, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas de la poésie, là. Là, c'est quelque chose sur lequel nous tous, on devrait dire, il faut qu'on avance, il faut qu'on investisse. Et je devrais dire merci aussi à notre département, à tous ceux qui sont en train de faire comme investissement pour être sûr que, comme disait Serena Villata, on arrivera à prévenir. On ne va pas l'empêcher. Mais si déjà on est capable de les prévenir, on a déjà fait un grand progrès. Charles Bouhéron, l'intelligence artificielle n'a pas de limite, j'allais dire. Vous parliez des 3 sujets qui sont les vôtres aujourd'hui à l'Institut 3IA, mais on a le sentiment que ça peut s'ouvrir à tout, en fait. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, si, il y a beaucoup de limites. Par contre, on travaille à repousser les limites. Et dans l'état actuel des connaissances. Dans l'état actuel des connaissances, il y a quand même encore beaucoup de sujets qui sont ouverts, comme on dit, des problèmes ouverts. Notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur une IA qui apprend de l'homme, de l'expert, et on aimerait, dans le futur, avoir une IA qui est capable de s'adapter à des environnements qu'elle ne connaît pas, comme un enfant le fait, en fait. Donc là, effectivement, il y a encore beaucoup à faire, mais aujourd'hui, on a déjà des résultats qui sont très probants et qui sont, comme on l'a illustré aujourd'hui, déjà utiles. C'est bien d'avoir, Marco, côte à côte, un chercheur de l'INRIA et une chercheuse du CNRS. Serena Villata, on repoussera les limites de l'IA au fur et à mesure que la science progressera. Oui, c'est ça l'objectif en fait que nous on vise, tout en essayant après de mettre l'IA vraiment à service de la société, parce que c'est pas juste pour nous, pour développer des outils techniques qui nous font plaisir bien sûr, mais c'est vraiment pour aider dans des tâches comme la détection par exemple des tremblements de terre.
Avec quand même, Charles, un citoyen qui s'inquiète parfois, qui se disent mais où toutes ces données vont, est-ce que j'ai la liberté ou pas de laisser mes données partir, ou part-elles d'ailleurs? Mais le citoyen a raison de s'inquiéter. Il faut toujours être dans ce questionnement, dans le s'informer, apprendre aussi. C'est vrai qu'on essaye aussi d'avoir beaucoup d'actions d'acculturation. La MIA est une de ces actions auprès des jeunes. On essaye aussi d'avoir, nous, des formations à l'université pour que le plus grand nombre de gens puissent être acculturés à l'IA, pour être effectivement dans ce questionnement et puis prendre les décisions. Ok, je consens à donner mes données, ou au contraire, non, là, je souhaite ne pas les donner. C'est très important pour les citoyens. Parce que, tiens, un peu de poésie pour finir, parce que si le citoyen peut s'inquiéter d'où vont ces données, le loup du Mercantour, lui, on ne lui demandera pas son avis. Certainement pas. Mais je voudrais te dire une chose. On a ici des chercheurs qui nous ont fait comprendre bien l'importance de l'IA. Mais il faut qu'on investisse. Parce que pour mettre en avance de plus en plus, il faut investir. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un nouveau numéro d'Azuria, numéro 3, consacré au territoire, avec des exemples concrets. J'espère qu'ils vous auront passionné. Et puis je termine toujours avec la même phrase que Marco Landi connaît par cœur. Je cite Joël de Renet qui dit toujours « Je préfère l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle ». À bientôt. Un département Smart Deal pour vous avant tout.